Bonjour Evelyne, nous sommes le 9 septembre 2025 et aujourd'hui on plonge dans un sujet qui fait beaucoup parler dans le monde du jeu de société. On se pose la question, est-ce que l'industrie est un peu victime de son succès? Est-ce qu'on produit trop de jeux? C'est une interrogation qui a pas mal agité les discussions après la sortie d'un de nos articles récents chez Gusenko. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ça ensemble, comprendre les tensions dans ce marché qui bouillonne, qu'est-ce que ça veut dire pour les éditeurs, pour les boutiques, et puis bien sûr pour les passionnés de jeux. Est-ce qu'on est face à une overdose ludique? Et tout ça part, on peut le dire, d'une annonce qui a fait pas mal de bruit. Ludonote, un éditeur connu, qui décide d'arrêter les nouveautés fin 2025, pas parce qu'il coule, non, mais par choix assumé, pour dénoncer une certaine surchauffe du système. C'est fort comme signal, non? Ça nous a interpellés, c'est clair. Et c'est un peu le cœur de notre article, cette question. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Le paradoxe central qu'on explorait, c'est ça. On vit un âge d'or créatif assez fou. On parle de quoi? 5000 nouveautés par an, peut-être? C'est énorme. Ah oui, c'est colossal. Mais derrière cette abondance, il y a une réalité plus tendue. On voit une instabilité grandissante. Et cette fameuse pile de la honte qui grandit chez beaucoup de gens. Ces jeux qu'on achète et auxquels on n'a même pas le temps de jouer. Exactement. Et ce qui est fascinant et un peu inquiétant aussi, c'est ce qu'on a appelé dans l'article l'effet superstar. Ah oui, explique-nous ça. En gros, tu es une toute petite poignée de jeux, des mastodontes comme Wingspan ou Gloomhaven par exemple, qui raflent une part énorme de l'attention, des ventes, de la place en rayon. Et du coup, les autres, ils ont du mal à exister? C'est ça. Ça laisse très peu d'oxygène pour des milliers d'autres titres, même s'ils sont excellents, hein. Le résultat, c'est une précarité accrue pour les plus petites structures, les petits éditeurs indépendants. Leur durée de vie commerciale doit être ridicule parfois. Ah ben oui, on parle de quelques mois. Quelques mois et hop, noyés dans le flot continu des nouveautés. C'est très rapide. Et dans cette équation, il faut bien parler de Kickstarter, non? Ces plateformes de financement participatif. C'est génial pour lancer des projets, ça on peut pas le nier. Oui, ça a démocratisé l'accès à l'édition, c'est sûr. Mais c'est aussi devenu un moteur très puissant de cette surproduction, un accélérateur en quelque sorte. Et ça joue à fond sur le FOMO, la peur de rater le truc. Complètement. La fear of missing out. Les campagnes sont designées pour ça. Édition limitée, bonus exclusif si tu pledges maintenant. La pression est mise sur le joueur, qui porte le risque financier. Et parfois, on parle plus de la boîte, du matériel que du jeu en lui-même, tu vois. La hype avant le fond, quoi. Et les boutiques physiques, elles subissent ça comment? Parce que dans l'article, on soulignait leur fragilité. Ah oui, elles sont en première ligne. Elles se font souvent court-circuiter, notamment sur ces éditions Deluxe ou ces exclusivités Kickstarter auxquelles elles n'ont pas accès. Donc une partie du marché leur échappe. Exactement, alors qu'elles sont cruciales pour le conseil, la découverte, le lien social dans la communauté des joueurs. C'est une vraie menace pour ces espaces-là. Et c'est là que ça devient intéressant et qu'on doit aussi faire notre mea culpa, comme on l'écrivait. En tant que média, Gusenko inclus, on participe à cette machine à hype, non? C'est une vraie question, oui. La course au clic, l'actu chaude, ça nous pousse naturellement à mettre en avant la nouveauté, le buzz, parfois au détriment d'un jeu qui mériterait plus d'attention sur la durée. C'est une tension éthique pour nous tous dans les médias ludiques. Comment tu informes sans saturer, sans juste accélérer le mouvement? Le défi, c'est peut-être de passer d'un rôle d'amplificateur à un rôle de curateur. Aider à trier, à valoriser la qualité dans le temps. Oui, passer de l'accélérateur au filtre en quelque sorte. Et les joueurs et joueuses dans tout ça, c'est quoi les conséquences pour eux de cette avalanche? Elles sont multiples. D'abord, ce qu'on décrivait comme la macro-AP, l'analyse paralysie. Tellement de choix que tu sais plus où donner de la tête. Tu finis par ne rien choisir. Ou acheter compulsivement sans être sûr. Et même parfois la micro-AP devant des jeux de plus en plus complexes juste pour se démarquer. Et puis il y a une fatigue, clairement. Un sentiment d'être toujours en retard, de jamais pouvoir suivre. Avec le risque, dont on parlait aussi, de tomber dans l'accumulation. Le plaisir de posséder la boîte plutôt que d'y jouer. C'est un vrai risque, oui. La collectionnite aiguë. Et puis, il y a la dimension environnementale, faut pas l'oublier. Tout ce carton, ce plastique, transporté aux quatre coins du monde, pour des jeux parfois joués une fois ou deux. C'est pour ça qu'on avait introduit cette idée d'éco-score dans nos réflexions, pour essayer d'avoir une idée de l'empreinte écologique. Exactement. C'est une prise de conscience nécessaire. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On voit émerger cette idée, inspirée par Ludonote, d'une forme de décroissance ludique. On en parlait dans l'article. Attention, c'est pas la fin du jeu.
Non, non, pas du tout. C'est pas la fin de l'innovation. C'est plutôt chercher un autre équilibre. Peut-être valoriser davantage la qualité, la profondeur, plutôt que la simple quantité. Rejouer plus à nos jeux, enfin, Rien vraiment, on voit, découvrir qu'on a déjà sur nos étagères. jouer plus et plus en profondeur. En bref, l'industrie vit un moment passionnant, très créatif, mais cette exubérance crée aussi des tensions, des fragilités. La surproduction, c'est un vrai défi. Une réflexion sur une croissance plus durable, plus maîtrisée, semble vraiment pertinente aujourd'hui. Une consommation plus consciente, peut-être. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question, une réflexion à emporter. Face à ce buffet ludique quasi infini qu'on décrit dans notre article, comment chacun peut trouver son propre équilibre? Comment jongler entre l'excitation de la nouveauté constante et le plaisir tout aussi important d'approfondir les jeux qu'on aime déjà? Quelle place on choisit de donner à la qualité de l'expérience de jeu par rapport à la quantité de boîtes sur l'étagère? Voilà, matière à réflexion.